Retour à ce micro avec notre invité, l'invité du journal La Communauté, Monsieur Dieudonné Antoine Gonga, ancien ambassadeur et ministre. Monsieur le ministre, depuis quelques temps, vous avez consacré votre vie à la littérature, donc vous avez écrit. Combien d'ouvrages avez-vous à votre actif? Pour le moment, je compte à mon actif 7 ouvrages. Épître pour la paix vaincra, Si bas Congo m'était compté, Grand-père, parle-nous du peuple Congo, La nudité du pèlerin, Tinou la retraité maltraité d'une voix et les leçons du trottoir paru au mois de février de cette année. Donc, les 5 derniers, Si bas Congo m'était compté, Grand-père, parle-nous du peuple Congo, La nudité du pèlerin, Tinou la retraité maltraité d'une voix et les leçons du trottoir ont été tous édités chez l'Harmattan à Paris. On peut les trouver et les acheter dans les librairies de l'Harmattan ou sur des sites internet spécialisés en la vente en ligne. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de chacun de ces ouvrages? Oui, si vous le voulez. Bon, tout d'abord, l'Épître pour la paix et La paix vaincra sont des lettres pour la paix que j'ai écrites au lendemain de malheureux événements de 1997 et 1997 au Congo. Bon, Si bas Congo m'était compté est un livre, je dirais plutôt un repère historique du quartier Bakongo, alias Back City, où je suis né. Donc, c'est l'un des quartiers sud de Brazzaville et des événements qui y ont marqué la vie non seulement des Bas-Congolais, et des habitants de Bas-Congo, donc, mais aussi de tous les Congolais. Donc, à travers ce livre, je lance un appel à la tolérance, à la paix et à la réconciliation. Et je voudrais aussi apprendre aux générations futures ce qu'était Bas-Congo d'avant, qui était une oasis de paix. Grand-père, parle-nous du peuple Congo. C'est un livre que j'ai écrit dans le souci d'informer toute personne qui le lira, et donc de l'informer du peuple Congo, de son origine, de ses coutumes et de ses traditions, et qui sont malheureusement en train de se désagréger petit à petit. Et moi, en tant que Congo, donc il me revenait à faire tout pour sauvegarder, grâce à l'écriture, ce qui peut encore l'être au sein de notre peuple et de nos coutumes. La nudité du pèlerin, dont l'intérêt principal réside dans son invitation à la réflexion sur le sens et l'essence de la vie, est un roman qui parle au lecteur de son intimité, dans la relation avec lui-même, avec l'autre. C'est un roman, enfin, dont la morale finale est celle du pèlerin qui parcourt cette terre avec ses biens et qui la quitte dans le plus simple appareil. Beaucoup d'entre nous oublient cela. Tinou la retraité maltraité d'une fois est un roman qui, d'une part, fustige et passe au crible tous les maux qui minent la société congolaise et qui, d'autre part, pose le problème fondamental de son éthique, de sa morale, y compris dans l'administration et dans la politique. Enfin, mon tout dernier roman, Les leçons du trottoir, décrit la rencontre et le dialogue d'un sans domicile fixe new-yorkais, un Américain d'origine irlandaise, avec un autre Américain d'origine congolaise qui l'aide à sortir du trou, permettez-moi l'expression, et à faire de lui un nouvel homme. C'est un roman qui raconte le voyage de deux hommes de culture et de races différentes dans les méandres philosophiques, religieux et spirituels de la société. C'est aussi un roman à travers lequel, d'une part, je fustige l'exclusion, l'indifférence, l'égoïsme et les préjugés, et d'autre part, je prône l'amour, la fraternité et la tolérance, car chacun de nous a besoin d'un autre, que ce soit, plutôt, et doit construire, comme a dit le pape François, et l'avait dit aussi Newton avant, des ponts et non des murs entre les hommes. Voilà, pour ce qui concerne mes œuvres littéraires. Alors, je veux faire une publicité gratuite. Où est-ce que l'auditeur de Congo Live 11 peut trouver cet ouvrage? Bon, mais comme je l'ai dit, il peut les commander à l'Harmattan directement, ou carrément aller sur les sites internet qui justement sont spécialisés dans la vente des livres sur le net. Je ne veux pas faire la publicité moi non plus, mais il y a Amazon et beaucoup d'autres qui peuvent des sites auprès desquels ils peuvent se les procurer.
Alors, merci, Monsieur le ministre. En dehors de la littérature, vous avez aussi une carrière. Alors, parlons de votre carrière. Vous avez été ministre des Affaires étrangères, ambassadeur en Éthiopie, et aux USA et au Canada. Alors, quel bilan faites-vous de toutes ces fonctions que vous avez occupées? Et mon cher, je vous dirais tout d'abord que, comme le disait le cardinal congolais Albert Maloula, qui était de l'autre Congo, il n'est jamais bon de se définir soi-même. L'on agit et l'on laisse les autres juger. Vous voyez, c'est difficile de se juger soi-même. Mais, comme vous me le demandez et que vous insistez, je vous répondrai néanmoins qu'aucune œuvre humaine n'étant parfaite, je crois qu'avec mes qualités et mes défauts, avoir mérité de la confiance tout d'abord du Premier ministre André Milongo et ensuite du président Pascal Lissouba, qui m'avait nommé respectivement ministre et ambassadeur. Je crois, en mon âme et conscience, avoir bien assumé mes fonctions pour l'intérêt de notre pays. Et je suis assez fier d'avoir aux côtés du Premier ministre André Milongo, de mon ami Monseigneur Ernest Mbombo et du président Sassou Nguesso, il faut le reconnaître, œuvré en 1992 pour la paix, organiser le référendum constitutionnel, les élections locales et présidentielles, que nous avons d'ailleurs perdu, vous savez. C'est l'unique fois qu'en Afrique, les organisateurs des élections les perdaient. Et fait aboutir la transition sans effusion de sang. Et comme je suis aussi fier d'avoir été aux côtés du président Sassou Nguesso pendant la transition, et pendant qu'il était esselé, après la conférence nationale, et abandonné par tous ceux qui, hier, lui avaient jeté l'opprobre et qui, aujourd'hui, subitement, sont devenus des paragons de vertu, mangent sans vergogne en son râtelier. Enfin, je suis fier aussi d'avoir, en ma qualité d'ambassadeur, grâce au soutien indéfectible et total et à la compréhension du président Pascal Lissouba, mené quelques actions utiles pour notre pays. Je cite quelques actions. 1. L'obstention auprès de l'OUA de l'organisation du FESPAM par notre pays sur les 2 ans depuis 1996. Peu de gens savent que je suis l'un des initiateurs du FESPAM. Pour ne pas dire initiateur du FESPAM au Congo, je me suis battu bec et ongle pour ramener le FESPAM au Congo. J'avais en face de moi les États de Madagascar et du Zaïre à l'époque, et je me suis battu pour l'avoir le FESPAM. Donc, deuxièmement, j'avais obtenu auprès de l'OUA une enveloppe de $150 000 dans les années 94 pour lutter contre la sécheresse dans le Poul. Oui. Donc, ce qui a permis la plantation de certaines essences, comme les eucalyptus, au nord du PK45, dans la région du Poul. Et troisièmement, j'ai obtenu auprès de l'OUA, toujours dans les années 93-94, au lendemain des événements malheureux de 93, une enveloppe de $60 000 pour venir en aide aux sinistrés et aux personnes déplacées lors de malheureux événements de 1993. Souvenez-vous qu'en 1993, les Congolais étaient devenus réfugiés chez eux. Vous voyez, les réfugiés sortent des pays pour aller ailleurs, mais chez nous, les Congolais étaient devenus réfugiés chez eux-mêmes, ce qui est triste. Quand vraiment j'ai pu œuvrer quand j'étais à l'OUA pour la nomination de quelques cadres congolais, dont Maître Julienne Onziel Nilenga, le professeur Lévi Matani dans certaines institutions de l'OUA, et pour la reconduction aussi de l'ambassadeur Pascal Ngayama au poste de secrétaire général adjoint de l'OUA. Et en janvier 1997, quand j'étais ambassadeur ici aux États-Unis, j'ai organisé l'envoi au Congo d'une importante délégation de 30 hommes d'affaires américains, dont les représentants de General Motors et de Citibank, qui voulaient investir chez nous en y implantant respectivement une usine de montage des V44 et y ouvrir une succursale de la banque de Citibank. Malheureusement, l'événement de 1997 ont mis fin à ce projet qui était prometteur. Et puis, en 1997, j'ai aussi initié et signé avec les autorités américaines un accord permettant aux épouses et aux enfants majeurs des diplomates congolais aux États-Unis de travailler
de travailler. Vous savez que le plus souvent, nos diplomates avaient Oui. des retards de salaire, on les expulsait des maisons. Bon, il fallait mettre un peu fin à cette situation qui n'honorait pas notre pays. Alors, je me suis arrangé avec les Américains pour, en sorte, même malgré l'immunité dont jouissaient les épouses et les enfants des diplomates, d'avoir des droits de travailler ici pour pouvoir ainsi aider leurs parents à faire face à certaines obligations. Et puis, j'ai signé aussi, si je ne me trompe, j'ai signé avec une société américano-canadienne un accord pour l'exploitation de potasse et du ménaginum congolais à Makola, aux environs de Pointe-Noire. D'ailleurs, ça continue maintenant, parce qu'après le départ du président Lissouba, au nom de la continuité de l'État, le gouvernement du président Sassou a pu justement conclure cet accord, et je pense qu'aujourd'hui, au niveau de Makola, on extrait du magnésium. Et le ministre Pierre Oba peut le confirmer. Enfin, je voudrais dire une chose. Quand j'étais ambassadeur ici, pendant les événements, beaucoup de gens m'avaient fait la pression pour que je me dépine, que je fuis, que je fasse le faux malade, parce que le président Lissouba et le premier ministre Kolela arrivaient ici. Alors, je m'honore, moi je dis niet, donc je m'honore ainsi d'avoir eu le courage de les accueillir ici. Le premier ministre Kolela, accompagné de son fils Landry, pourra le confirmer, et de l'époque de son conseiller Elo Mampouya et d'autres, et le président Lissouba ici, je les ai accueillis ici à Washington, dans leur fuite en exil. Oui. Et, donc, au lendemain des événements malheureux de 1997, donc je les ai accueillis et j'ai pu organiser leurs conférences de presse et leurs entretiens avec les autorités américaines, ce que, comme vous pouvez le pressentir, le nouveau pouvoir n'avait pas apprécié. Et je pense que ça a été aussi l'une des causes de mon rappel par le président Sassou Nguesso. En tout cas, j'ai pris mes responsabilités et par souci justement humanitaire, et puis en tant que compatriote, en tant que représentant du Congo, il me devait de recevoir deux éminentes personnalités, le président Lissouba et le premier ministre Kolela qui était en fuite, et je pense que je devais le faire et je l'ai fait et je m'en honore. Ok. Voilà. Et oui, monsieur le ministre, une question pour terminer, une question peut-être personnelle. Êtes-vous prêt à revenir aux affaires si on vous le propose? Oh, mais ça dépend aussi. Vous savez, il n'y a pas que la politique pour réussir. Donc, plutôt, demandez-moi si je suis prêt à repartir tout définitivement au pays. Oui, là, je vais essayer d'être en permanence. Si le nouveau président vous le proposait, vous irez au pays? Ça dépend, mais il y a aussi des jeunes. Hein. Il y a des jeunes qui peuvent, qui sont là, qui sont capables, mon frère. Il y a des jeunes. Bon, nous sommes avec notre âge maintenant. Nous prenons avec l'âge. Bon, on a presque fait tous les réflexes. On a fait de l'expérience. Mais tout cela, vous voyez, moi, je suis très croyant. Tout vient de Dieu. Si Dieu pense que, comme en 92, je dois faire partie d'une équipe gouvernementale pour aider le Congo, pour servir mon pays, je le ferai. Mais il faut aussi que je n'aille pas pour le plaisir d'aller pour mon intérêt. Il faut que j'y aille. Si j'approuve le programme du candidat qui sera élu. Parce qu'il ne faut pas... J'ai horreur d'être opportuniste. J'ai horreur d'être opportuniste. Donc, tout ça, c'est entre les mains du Seigneur. Si Dieu veut que j'y serai. Mais je poserai des conditions parce que je ne veux pas faire partie d'un gouvernement qui ne respectera pas le peuple, qui continuera à brimer le peuple. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'être honnête soi-même, d'être un bon cadre, de revenir à l'éthique des administrateurs, des ministres qu'on a connus, par exemple, le temps du président Massamba Déba, parce que l'époque où j'étais jeune, hein, vous savez, des ministres qui roulaient non pas pour eux, mais qui roulaient pour le peuple. Hein. Je pense que c'est tout ce que je peux vous dire, hein, parce que il faut que le gouvernement qui viendra
fasse tout pour lutter contre la misère et du peuple congolais actuellement. Le peuple congolais est miséreux, il faut le reconnaître. Un peuple qui est miséreux, malheureux, qui frise même la mendicité dans quelques circonstances aussi, et dans quelques occasions. Alors, il faut construire une bonne démocratie. Comment construire une démocratie si les gens vivent dans la misère? Vous voyez, si c'est qu'un gouvernement qui sera là pour s'enrichir, pour former un clan de riches, ça ne sert pas. Mais il faudra que le nouveau gouvernement qui viendrait soit un gouvernement de combat, qui viendrait pour vraiment mettre fin à la misère du peuple congolais. Il y a beaucoup de choses. Les enfants, il y en a qui ne vont pas à l'école. Par exemple, dans le pool, il y a des enfants de 97 qui n'ont jamais été à l'école, suite aux événements. Et les hôpitaux sont dégarnis. Et les gens meurent comme des mouches parce qu'ils n'ont pas le temps de s'acheter ne fût-ce que quelques comprimés de Novocaine pour lutter contre le paludisme, etc. Les jeunes ne travaillent pas. Il y a beaucoup de choses qu'il faut. C'est-à-dire, le président qui viendra, moi je le plains, il aura beaucoup à faire, fort à faire. Parce qu'il faudra changer les mentalités. Aujourd'hui, les Congolais sont devenus des partisans de moindre effort. Ils veulent, on dirait, être assistés. Ils veulent toujours être du côté des riches. Et c'est pas ça. On devient très égoïste. On n'a plus les valeurs d'antan. Et les Congolais, de part et d'autre, que ce soit au niveau de l'Église, chaque pasteur veut être l'ami de celui qui est au pouvoir pour avoir facilement une voiture, ou une voiture 4x4 pour avoir de l'argent. Et les hommes disent, écoutez, qu'est-ce que j'ai à foutre? Moi, l'essentiel que j'ai mon argent, que je vis bien, et je m'en fous du peuple. Non, il faut qu'on change de mentalité. Et comme disait Castro, tant que on n'aura pas changé la superstructure des Congolais, on a beau changer de gouvernement, faire la révolution, rien ne marchera. Il faudra que ça change dans nos mentalités et que les Congolais soient, comme disait M. Nkombo, les précurseurs des générations futures, qu'on soit les Jean-Baptiste de la génération future. Dans ce pays où nous sommes, vous voyez, il y a eu des pionniers et les gens travaillent pour l'avenir des générations futures. Mais chez nous, on dirait qu'on applique la règle suivante, après nous, c'est le déluge. Advienne que pourra. Vous vous rendez compte? Oui. C'est triste, voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre dernière question. Oui, merci. Ambassadeur Dieudonné Antoine Ganga, une fois de plus, merci d'avoir accepté cette invitation de Radio Congo Live 11 Chicago.